Précédemment dans le Magneto Cinematic Universe, le PDG de YouTube, Ivan Tokalev, tente absolument tout ce qu'il peut pour entraîner le jeune youtubeur Ludwig Magneto du côté des influenceurs. Alors que Ludwig est sauvé par son double de l'attaque de Shushibu, ce dernier révèle qu'une guerre se prépare et qu'au moment venu, il faudra être prêt. Néanmoins, de plus grandes questions subsistent encore, qu'est-ce que le double de Ludwig est réellement, et pourquoi Ivan Tokalev veut autant au jeune vidéaste au point de se rendre chez lui en personne. Ludwig, je suis là en toute courtoisie pour te voir parler d'un film. Quoi? Tu as refusé l'offre de Shushibu, et j'aimerais comprendre pourquoi. Attends, quoi? Et puis, il lui arrivait quoi Shushibu d'ailleurs? Parce que depuis la vidéo sur Rhinocéros, j'ai eu aucune nouvelle de lui. Tu le sauras lorsqu'il aura terminé The Good Place. Non mais c'est un concours de la phrase la plus stupide ou c'est comment là? Moi, je veux juste que tu parles d'un film. Quel est le problème? Tout? Je suis paumé là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il a pas l'air méchant, il a même mis son plus beau pull. Alors, oui, pourquoi pas. Bon bah ok, mais du coup tu veux que je parle de quel film? Et pourquoi ce film? Parce que j'ai ramené les surimi. Bon bah go pour Aquaman. Aquaman est donc le 6ème film du DC Extended Universe et est sorti le 19 décembre 2018. C'est la suite directe du film Justice League, donc autant dire que ça annonce la couleur. Mais en fait peut-être que non, puisqu'il est réalisé par un gars qui est pas nul du tout, James Wan, le réalisateur entre autres du premier Saw. Alors pourquoi est-ce qu'il a décidé de réaliser Aquaman alors qu'il faisait majoritairement des films d'horreur? J'en ai aucune idée. Mais cette vidéo va déjà être bien assez longue comme ça, donc je vous propose de commencer maintenant l'histoire du film, et juste pour vous prévenir, je vais spoiler tout. Donc si vous restez, c'est à vos risques et périls, et sinon vous pouvez aller là pour avoir une conclusion sur Aquaman sans spoil. Enfin bref, c'est parti. Le film commence donc dans un phare, un sort de tempête. Un homme, Tom Curry, le père d'Aquaman, interprété par Temuera Morrison, découvre une femme inconsciente et blessée avec une tenue bizarre qu'il décide de ramener chez lui. On découvre que la femme en question, interprétée par Nicole Kidman, est en réalité la reine de l'Atlantide, Atlana. Les deux finissent par tomber amoureux parce que ta bouche c'est l'amour, et alors que cet amour leur donne un gosse, les problèmes du film commencent. Ils décident de nommer leur gosse Arthur d'après un ouragan. Et ça se fait pas, c'est absolument immonde. Voilà, ce film est nul, on arrête la critique maintenant. Je n'ai pas accepté d'écouter tes paroles débiles juste pour ça, Ludwig. Ce n'est pas très sérieux. C'est vous qui êtes pas sérieux, déjà c'est toi qui m'as demandé de parler d'Aquaman, et en plus vous êtes assis à côté comme si vous étiez les meilleurs amis du monde alors que c'est censé être mon ennemi juré. L'amour est aveugle. Ah oui, je suis bien d'accord, le mec s'est mis en couple avec une meuf qui lui a bouffé ses poissons rouges lors de leur première rencontre. Comme c'est romantique. Le film continue donc et on voit le petit Arthur grandir jusqu'au jour où... Et ça pour le coup c'est vraiment le premier réel défaut du film, parce que les explosions quand tout est calme, une fois ça va, deux fois c'est déjà un peu plus relou, mais 4 fois dans tout le putain de film, c'est juste n'importe quoi. Enfin, je sais pas, on dirait que dès qu'il y a un moment de calme, faut absolument que tout pète. Bref, des forces de l'Atlantide débarquent en demandant à Atlana de se rendre et de revenir au royaume des profondeurs, mais elle refuse en se battant dans une scène franchement très stylée, mais se résout à partir car si elle ne le fait pas, sa famille sera en danger. Transition marine, on se retrouve des années plus tard dans un aquarium alors que Arthur se fait victime Sam Raimi style par des méchants vu qu'il parle aux poissons. C'est alors qu'un grand requin blanc intervient et repousse les agresseurs, Arthur le calme, ses yeux deviennent jaunes et générique. Alors, pour pas être méchant tout de suite, la musique du générique est vraiment très stylée, comme toutes les productions d'ici en fait, donc ça c'est cool. Par contre, cette scène représente à elle toute seule tous les problèmes du film. Le style avant la cohérence. Oui, c'est stylé d'avoir un grand requin blanc qui protège Arthur, je dis pas le contraire, parce que aucun grand requin blanc ne sont dans des aquariums, et ce pour une raison toute simple, quand on les met dedans, ils crèvent. Alors on sait pas pourquoi, mais jusqu'à maintenant, tous les grands requins blancs qu'on a mis dans des aquariums sont morts en seulement quelques jours. Encore pire, en 2011, on a réussi l'exploit de garder un grand requin blanc 55 jours dans un aquarium, on l'a ensuite libéré, et il est mort quelques jours après. Et ça m'a pris seulement 5 minutes pour trouver des informations qui prouvent que cette scène ne devrait pas exister. Alors oui, vous allez me dire qu'on s'en fiche, que ce n'est qu'une scène d'ouverture sans importance, et que par-dessus le marché, chercher la logique dans un film de super-héros, c'est complètement stupide. Et je suis d'accord, de plus clairement, le requin quand je l'ai vu m'a pas gêné. Mais le problème c'est que c'est pas de logique dont je veux parler, c'est de cohérence. Et clairement, le film Aquaman fait toujours passer le style avant la cohérence. Et si là, pour une scène d'ouverture complètement random dont on s'en bat les steaks, ça passe, pour le reste du film, c'est plus le cas du tout. Retransition marine, nous voilà dans le présent alors qu'un groupe d'hommes armés dirigé par un père et son fils sont en train de... Je ne sais pas, c'est pas trop expliqué. Enfin si, ça l'est, mais c'est tellement con que j'aurais préféré qu'on l'explique pas. Bon, c'est clairement le stade le plus primaire de gentil et de méchant, mais
Admettons. Le père décide de donner à son fils un couteau qui appartenait à son grand-père car tu comprends, son fils est trop fort et le mérite. En faisant cela, il lui explique les origines du couteau, à savoir qu'il appartenait à son grand-père qui était l'un des premiers hommes grenouilles de la Seconde Guerre mondiale et que du coup il faisait son boulot avec ce couteau. D'ailleurs il était tellement fort en tant qu'homme grenouille qu'on l'a surnommé Manta. Le truc c'est que quand il est revenu au pays après la fin de la guerre, eh bien on l'a complètement abandonné et s'il a réussi à survivre, c'est grâce à ce couteau. Alors que le fils accepte ce présent, un truc inconnu heurte le sous-marin et nous on le sait car la caméra le suggère, mais le père qui est dans un couloir et donc pas là où il y a les radars lui permettant de comprendre ce qui se passe, eh bien, le sait quand même, parce que c'était capital pour le film qu'il puisse sortir sa réplique digne des plus grands nanars. You just hit something? No. Something hit us. Il s'avère en fait que ce truc c'est Arthur, alias Aquaman interprété par Jason Momoa, et ce dernier amène le sous-marin jusqu'à la surface avant de défoncer dans une scène plutôt cool les méchants papos et de sauver les membres restants de l'équipage. Il retourne ensuite s'occuper du père et de son fils, et là c'est le festival de conneries. Entre Aquaman qui balance littéralement une torpille pour assommer un pauvre être humain, ce qu'il pourrait faire à main nue vu l'effet qu'il a sur le métal, et qui, soit dit en passant, n'est même pas irresponsable comme certains le pourraient le dire, parce que oui, montrer Aquaman faire des trucs irresponsables pour qu'ensuite il devienne un vrai héros, c'est cool, sauf que là, balancer une torpille comme ça, surtout considérer la force du mec, c'est pas irresponsable, c'est juste complètement con. Et ça se voyait déjà que le mec c'était pas une flèche dans Justice League, mais là ça a l'air d'être encore pire. Mais le mieux est encore à venir quand le père se ramène avec un patin de lance-grenade qui balance évidemment sur Aquaman à 2 cm des torpilles et de son fils. Alors non seulement ça me fait me poser des questions, genre qui est assez con pour amener un lance-grenade dans un sous-marin et par-dessus le marché, tirer à côté de dizaines de torpilles et de ton fils. Enfin, t'as de la chance qu'Aquaman ça soit un surhomme parce que sinon ton gamin il était mort. Mais surtout ça me pose problème au niveau de la suite. Parce que ce que le film essaye de faire avec ça, c'est littéralement avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. En gros, Arthur a la chance de sauver les deux gaillards mais ne le fait pas. Et là où ça marche avec Spider-Man dans les comics ou ses films et en général pour presque tous les super-héros, ici juste non. Faut vraiment avoir un problème pour ressentir de la compassion pour ces deux bouffons qui sont des tueurs de père en fils et des punaises décervelées. Au final t'es censé te dire qu'Arthur a fait le mauvais choix mais il a juste raison. Et le pire dans tout ça c'est que quand le fils reviendra en tant que Black Manta et qu'il n'y aura absolument aucun mort dû à son attaque, seulement des dégâts matériels, Arthur se sentira coupable pour tout ça. Ce qui n'a aucun sens et qui en plus vu que le film n'a pas décidé de faire de Black Manta le méchant principal ne pourra être réabordé dans Aquaman 2 parce que le mec a déjà appris une leçon qu'il n'aurait jamais dû apprendre en premier lieu. Non parce qu'on peut résumer hein. Je tue des gens dans un sous-marin pour faire je ne sais quoi, c'est pas la première fois que je le fais, mon débile de père provoque lui-même sa mort en tirant une deuxième fois avec un lance-grenade qui n'aurait jamais dû être là, et le gentil ne veut pas m'aider parce que j'ai tué des gens. Quoi? Très bien, si c'est comme ça je vais m'allier avec des FTP encore plus gros que moi et attaquer encore plus d'innocents. J'ai tellement raison et toi tu as tellement tort le gentil. Ce qui est censé être bien avec les méchants c'est que tu peux comprendre pourquoi ils le sont. Bon c'est pas non plus obligé mais là dans le film t'as deux méchants et t'en as aucun qui a des motivations valables. Le pire c'est que t'aurais juste pu faire des méchants qui sont méchants parce que, bon, ça aurait rien résolu, mais au moins on t'aurait pas fait croire que les méchants ont des motivations pour l'être, alors que clairement, bah non. Ah oui, parce que vous savez ce que c'est la motivation de Black Manta? Attention, c'est pas un truc du genre, mon fils, protège mon héritage et celui de ton grand-père. Non, ça aurait été beaucoup trop bien. La motivation de Black Manta, c'est ça. Ah puis le père finit d'être le gars le plus stupide du monde en menaçant de faire exploser une grenade pour que son fils se parte. Grenade qui explosera quand même au final, manquant de buter son fils. C'est magnifique. Arthur de son côté retourne voir son père et oh mon dieu, un peu logique s'il vous plaît, le journaliste est littéralement en train de dire qu'un sous-marin s'est fait attaquer par des gens avec un prototype secret de vaisseau volé à la Navy. Quoi? Je ne comprends pas le problème. J'ai moi-même un vaisseau secret volé à la NASA. Le problème c'est que si c'est un truc secret, pourquoi est-ce qu'on en parle au journal? Et le pire c'est que ça aurait pu marcher si le film se positionnait comme un pseudo-nanar. Sauf que même pas, il se prend ultra au sérieux et du coup ça rend le truc ultra stupide. Par exemple avec la scène d'après où le film va essayer d'être drôle, même pas de copier Marvel, parce que faire de l'humour ce n'est pas copier Marvel, non, juste essayer d'être drôle. Et ils y arrivent pas. Oh là là, un groupe d'hommes qu'on pense être dangereux s'approche de notre héros, que peut-il bien se passer? Oh mais c'est bon, il voulait juste une photo et en plus il a un téléphone rose, c'est tellement drôle. Sérieux ce truc c'est tellement cliché, j'ai l'impression de revoir la danse du floss dans Playmobil ou Sonic et c'est pas un compliment. Enfin bref, avant de retourner dans la mer, Tom dit à Arthur qu'avec la force qu'il a il pourrait chasser tous les problèmes de l'Atlantide. Arthur répond que l'Atlantide a tué sa mère pour avoir aimé un humain et avoir eu un enfant et que du coup bah non. De retour dans la mer donc une réunion entre les rois Orm et Néré a lieu. Orm a pour but de convaincre Néré de le rejoindre dans sa guerre contre les humains, guerre qui n'a pas de sens mais on y reviendra après, et que Orm peut seulement déclencher en ayant l'appui de 4 royaumes de l'Atlantide sur 7, ce qui n'a pas non plus de sens mais on y reviendra également. L'aide de Néré est donc essentielle, mais ce dernier est réticent car il pense que Orm veut s'emparer du titre de maître de l'océan. Et moi, je suis le maître d'Internet. Ouais d'ailleurs si tu pouvais arrêter de bouger la place des commentaires dans l'application mobile, ça serait vachement bien. Seulement lorsque tu m'auras donné ce que je veux. Ah parce que tu veux autre chose que moi qui parle d'Aquaman? Oui. Ok, bah dis-moi quoi alors? Non. Alors que tout est calme, encore une fois, une explosion sauvage surgit. Celle-ci est causée par un sous-marin que Orm détruit, et Néré qui réalise les dangers de l'homme décide de s'allier à lui. Ah et dans ce bazar on parle des 7 royaumes de l'Atlantide, mais genre tellement vaguement que déjà on en oublie 2, parce qu'il y en a que 5 qui sont cités, et aussi, la bataille finale de l'acte 3 eh bien, tombe complètement à l'eau. Je crois que tu viens de faire 2 blagues ultra drôles sans même t'en rendre compte.
Ah ouais, cool. Sérieux, ça te pose pas de problème d'être à côté de lui? Parce que le mec a quand même envoyé 2 fous pour nous tuer. Et c'est pas toi qui disais qu'il y avait une guerre qui se préparait? Je comprends plus rien, mec. Ouais, mais il a dit qu'il allait nous enlever les pubs sur YouTube. Oui. Tu vois? Pendant ce temps sur la terre ferme, Mera, la fille du roi Néré, vient voir Arthur en lui disant ce que compte faire Orm et qu'elle a besoin de lui. En effet, par ordre de naissance, le trône revient à Arthur, donc lui seul a le pouvoir de stopper cette guerre, encore plus s'il trouve le trident légendaire du roi Atlan, premier et seul roi à avoir unifié l'Atlantide. En plus, d'après Mera, Arthur a battu Steppenwolf. Vous savez, le méchant ultra moche de Justice League. Sauf que non, c'est Superman qui a tout fait. Qu'est-ce qu'elle raconte? Arthur refuse et part avec son père et on retrouve Black Manta dans les mers de je ne sais pas où, alors que les Power Rangers viennent lui parler. Ils transmettent via un hologramme d'eau plutôt stylé l'image de Orm et là on comprend que c'est lui qui a ordonné l'attaque du sous-marin pour convaincre le roi Néré. Et encore une fois, ça n'a pas de sens. Orm dit que le sous-marin était à peine opérationnel. Alors de 1, comment est-ce qu'il sait ça, sachant que ce sont des détails techniques que seuls des humains spécialisés peuvent savoir, donc t'imagines même pas pour une personne qui n'est pas humaine. De 2, le sous-marin il avait vraiment pas l'air d'être cassé, donc Qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... Flûte. mais surtout, et c'est là que le film confirme qu'il n'a aucune idée de ce qu'il fait, comment Black Manta peut être celui qui a fait l'attaque alors que Aquaman en a empêché que le dernier plan du gars c'est lui en train de fuir dans son vaisseau? Parce que j'essaie de comprendre, hein. Si on dit que le sous-marin était presque plus opérationnel, ça veut dire qu'on parle du tout premier sous-marin, donc celui qui s'est fait intercepter par Aquaman et qui a subi des dégâts. Sauf que Black Manta s'est cassé de ce sous-marin, donc il a fait quoi ensuite pour en avoir un nouveau? Il en a pas volé un nouveau parce qu'on précise que c'est un sous-marin accidenté, donc c'est bien celui du début que Aquaman a largement défoncé. Défoncé au point qu'il y avait des trous partout et de l'eau qui rentrait dedans. Donc, de ce fait, Black Manta est parti du sous-marin pour ensuite revenir dedans, a trouvé un moyen d'enlever toute l'eau qui s'y trouvait, et l'a ensuite trimballé malgré son état jusqu'à là où le roi Orm lui avait dit de venir. Ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Mais non, ce n'est pas n'importe quoi. C'est Flash qui, en revenant dans le temps, a changé la timeline pour que le sous-marin ne soit plus cassé. Ouais, l'espoir fait vivre. Bref, Black Manta dit à Orm qu'il ne veut pas de thunes, mais qu'il veut se venger d'Aquaman, car clairement c'est lui qui est en faute dans l'histoire. Les Power Rangers s'en vont donc et Aquaman de son côté est en voiture avec son père lorsqu'un tsunami vient s'abattre sur les côtes du monde entier. Heureusement ils sont sauvés par Mera, qui dit à nos deux compères que tout ça est l'œuvre d'Orm. Et là ça me pose encore problème, parce qu'on explique ensuite que Orm légalement n'avait pas le droit de faire ça. Sauf qu'il l'a fait quand même. Donc même sans l'accord des 6 autres royaumes, et même sans le titre de maître de l'océan, il a quand même le pouvoir de balancer des tsunamis sur les côtes. Et clairement, vu ce qu'il fait au roi des Fisherman après, le mec s'en fout complètement de la loi. Alors pourquoi est-ce qu'il ne déclare pas la guerre maintenant aux humains? Ça n'a aucun sens. L'Atlantide, avant même de se faire engloutir, avait une technologie supérieure à celle qu'on a maintenant, donc j'imagine même pas près de 1000 ans plus tard. Les gars, rien qu'en nous balançant des tsunamis, ils nous battent à plat de couture, mais en plus ils ont une technologie à des années-lumière de la nôtre. En bref, Orm, même sans les D7 royaumes, a le pouvoir de nous défoncer, et clairement, même si l'un des rois décide de se rebeller, bah il a qu'à le buter pour pouvoir prendre le pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait avec les Fishermen, et tout son peuple était d'accord d'un coup. Et d'ailleurs ça aussi c'est un problème, les tsunamis que Orm a envoyés ne sont jamais mentionnés par les autres royaumes. Genre, hé Orm, t'avais pas le droit de faire ça, etc., t'as pas respecté la loi. Non, personne n'en parle, donc est-ce qu'ils sont seulement au courant? En bref, ton avertissement il ne tient pas debout, ton titre de maître de l'océan on s'en fout complètement parce que même sans tu peux balancer des tsunamis. En d'autres termes, rien ne retient Orm d'attaquer maintenant les humains à part le scénario. À la télé, le Dr Shin soutient que les tsunamis sont l'œuvre des Atlantes. Et on s'en fout, mais ça sera important pour la scène post-générique, donc je suis obligé de vous le dire maintenant. Arrivé sur une grosse montagne, Arthur parle de son passé à Mera en lui expliquant comment son mentor, Vulko, interprété par Willem Dafoe, lui a appris à se sentir comme un poisson dans l'eau. Les deux sautent alors dans la mer et Arthur accepte de démarrer alors qu'un flashback nous montre l'évolution d'Arthur à travers les ans. Les deux arrivent enfin en Atlantide et je dois l'avouer c'est ultra stylé. Vraiment ça pète la classe. Mais c'est problématique. Parce que quand je disais que les deux méchants du film n'avaient pas de motivation valable, je voulais aussi parler de Orm. D'après lui, les humains polluent les mers et tuent les animaux marins et donc devraient payer pour cela. Et je suis pas contre ce qu'il dit, sauf que dans cet univers où des hommes comme Bruce Wayne et Lex Luthor existent et qui ont donc des entreprises à leur nom qui pourraient faire des tas et des tas de recherches, pour que dans cet univers aucun être humain n'ait des traces de l'Atlantide, c'est qu'il doit vraiment être ultra profond. Et de ce fait, le gars veut déclarer la guerre aux humains pour un truc qui ne le touche même pas. Parce que ça, pour le coup, on le montre bien lorsque Mera récupère son vaisseau. Effectivement, il y a des déchets, sauf qu'elle est presque à un niveau humain, et pour arriver en Atlantide, elle fait un énorme voyage. Donc je dis pas qu'il n'y a pas de pollution, mais vu là où est situé ce royaume, on doit être à des années-lumière de problèmes de pollution. Et pour preuve, l'Atlantide est toujours ultra belle, sans qu'à aucun moment on ne montre l'effet de l'homme sur la société sous-marine. Donc je dis pas que sa motivation n'a pas de raison d'exister, je dis juste que si on nous avait montré l'Atlantide un peu moins belle, genre par exemple avec un quartier qui est splendide, puis un autre quartier qui est rempli de déchets, et bah ça aurait été plus compréhensible. Encore une fois, le style avant la cohérence. Aemera précise que le royaume est impénétrable, que personne ne peut rentrer ou sortir sans autorisation. Bien sûr,
on vous croit. Arthur et Mera retrouvent donc Vulko dans un vieux bateau abandonné et discutent de pourquoi Arthur devrait devenir roi et aussi l'origine du trident légendaire d'Atlan et de la plongée de l'Atlantide. Bon gros les gars avaient découvert le secret de l'énergie illimitée, sauf que c'est parti en cacahuète et la mer les a submergés. C'est cette énergie qui leur a permis, allez savoir comment, de respirer sous l'eau et suite à ça, ils ont évolué de différentes façons. Et encore une fois, on ne montre que 5 royaumes, où sont les 2 restants. Bref, le roi qui avait réussi à unifier l'Atlantide a décidé de partir en exil comme un gros loser et jamais on ne le revit lui et son trident. Allez, au passage, Vulko a trouvé un ancien enregistrement du roi pouvant peut-être permettre de retrouver son trident, mais on n'est pas sûr car il faut une technologie très ancienne pour pouvoir le lire. Et c'est trop calme par ici. Ah, merci. Donc Arthur se bat contre les Gugus pendant que Mera reste cachée car autrement si on la voit ici, il pourrait se passer des trucs pas cool. Et je suis désolé mais ça fait vraiment Power Rangers. Et c'est pas pour me déplaire. Alors oui c'est ultra kitsch, mais ça a son identité. Et je dois avouer que c'est plutôt cool. Bon comme d'hab la baston est plutôt stylée mais Arthur se fait capturer et est réveillé par un bon gros coup de taser. Il rencontre alors enfin Orm qui je le rappelle est son demi-frère et car le style sera toujours la priorité, il est évidemment enchaîné avec 5 gars qui le retiennent dans un monde où vous pouvez littéralement faire des bonds dans l'eau ou casser le métal en deux. Alors forcément il tire et se retrouve ultra près d'Orm, et là ce débile soutient encore une fois que les eaux sont polluées, donc j'ai le droit d'être méchant. Mais au lieu de le montrer par exemple avec des images d'illustration, il le fait via des hologrammes, aka le truc le moins réel du monde. Au passage il dit à Arthur de choisir un camp et déclenche un combat des rois, en gros un truc pour déterminer qui sera le vrai roi. Alors qu'Arthur se prépare pour cette baston, on a le droit à un flashback nous montrant la technique secrète de Vulko, mais aussi en nous expliquant que la reine Atlana a été obligée de rentrer pour se marier au roi Orvax, et que c'était à la base pour ne pas l'épouser qu'elle avait fui l'Atlantide. Le problème c'est que le roi Orvax a découvert qu'Arthur était un truc existant et que du coup il a sacrifié Atlana aux créatures de la fosse. La question est donc la suivante, si le mec a eu le seum au point de tuer sa femme, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé tuer Arthur? Alors je dis pas que je le soutiens s'il fait ça, mais leur système de monarchie autorise même les bâtards à devenir rois, alors pourquoi le gars est pas venu tuer Arthur avant que ce dernier revienne des années plus tard pour reprendre le trône? Ce qui est exactement ce qui arrive dans le film. Ludwig, tu dis que je suis ton ennemi, mais tu soutiens le meurtre des enfants. Ce n'est pas très Derek. Mec, en laissant des chaînes comme Studio Bubble Tea ou Swan the Voice, tu crois que tu fais quoi exactement? Voyons, ce n'est pas du tout pareil. Ces chaînes me rapportent de l'argent. Tuer les enfants, non. Ok, ta logique est imparable, mais tu peux pas au moins faire un truc pour la main fâchée, s'il te plaît? De retour dans l'arène, on apprend que Mera est la promise du roi Orm, ce qui me fait me demander pourquoi est-ce que Orm et Neri ne sont pas déjà en alliance, sachant que Neri file sa fille au roi Orm, mais admettons. Et on découvre aussi que Orm n'a pas que des motivations de merde. D'un côté, Arthur lui dit que quand il était jeune, il voulait absolument le rencontrer et lui dire qu'il n'était pas seul, mais que maintenant qu'il voit quel bouffon il est devenu, bah comment dire, c'est plus trop le cas. Et Orm lui répond qu'il le tient responsable de la mort de sa mère et que c'est pour ça qu'il le déteste. Et même si c'est assez léger, ça fait enfin tenir le personnage debout. Lors de la baston sonne donc, et c'est encore une fois très classe. En parallèle, on apprend que le roi Neri utilise l'attaque du sous-marin comme excuse pour déclarer la guerre aux humains et que peut-être il sait que c'est un coup monté. Tout se déroule bien dans la baston jusqu'à cette réplique de Vulko. Merci Captain Obvious, cette réplique était totalement nécessaire et pas du tout là pour créer de la fausse tension alors que Arthur clairement se débrouille plutôt bien. D'ailleurs on passera sur le fait qu'il perd le combat seulement pour pas que le film s'arrête maintenant, alors que clairement après que le trident de sa mère soit cassé, c'est pas une pause de gros dépressif qu'il devrait prendre mais plutôt un mode Super Saiyan qui devrait se développer. Arthur fait donc avec Mera et tout le monde y compris Orm découvre qu'elle est une traîtresse alors qu'une course poursuite vachement cool se déroule. Bon, évidemment les deux passent à travers les murs impénétrables de l'Atlantide parce que sinon c'est pas drôle et finissent par s'échouer dans la bouche d'une baleine pour faire croire à leur mort. Et je suis pas sûr que des baleines puissent survivre à 3 mètres de la lave, mais c'est stylé donc admettons. Par contre, s'il y a un truc que je ne laisserai pas passer, c'est Pitbull. Parce que on voit Orm qui est triste, qui se rend compte qu'il a peut-être tué la femme qu'il aime, et juste après, on te fout du Pitbull. Non, faut pas faire ça. De retour dans le désert du Sahara pour aller chercher la technologie qui permettrait de lire le message du roi Atlan, Arthur et Mera discutent de comment Mera ne va pas pouvoir revenir en Atlantide pour cause de gens voulant la tuer. D'ailleurs en parlant de ça, Orm et Neri découvrent grâce à un traceur placé plus tôt dans le film sur Mera que cette dernière est vivante et se prennent même le chou pour savoir s'ils vont la ramener morte ou vif. Orm est convaincu de la ramener indemne et la scène se finit sur lui et son vaisseau qui arrivent au royaume des Fishermen pour obtenir leur accord afin de déclarer la guerre aux humains. De leur côté, Arthur et Mera sautent de leur avion pour atterrir sur le sable du désert. On commence à voir qu'ils deviennent, et j'insiste bien sur ce point, amis. Car tout ce que le film construit jusqu'ici c'est une relation amicale, donc ça sort vraiment nulle part et c'est ultra mal fait quand à la fin les deux se mettent ensemble. Mais on reprend enfin les choses sérieuses quand des Power Rangers comme au départ, Orm amène à Black Manta de l'équipement d'Atlantide pour qu'il aille tuer Arthur et Mera. Il va d'ailleurs modifier son équipement et là on découvre que malgré le fait que son père soit complètement con, et bah lui en fait il est intelligent. Enfin intelligent non vu qu'il comprend pas que tuer c'est mal, mais au moins il est pas aussi con que son père qui ramène un lance-grenade dans un sous-marin. De retour chez nos aventuriers du désert, Mera nous apprend qu'avant d'être un bac à sable géant c'était de la mer et que c'était le territoire des déserteurs qui sont morts à ce jour dû à la sécheresse. Alors qu'Arthur défend la surface des critiques de Mera, les deux atterrissent pile là où ils devaient atterrir, près du machin pour lire leur bidule magique. Sauf que non, car étant desséché depuis des millénaires, donc entre 6000 et 15 000 ans d'après ce que j'ai vu concernant la période où le Sahara était un grand trou d'eau, le truc ne fonctionne pas. Conclusion, il faut le réhydrater pour que ça fonctionne, et évidemment une toute petite goutte provenant d'Arthur suffit pour cela. 15 000 ans sans eau, bordel. Bon, le message s'active disant que seul le vrai héritier pourra trouver ce trident en regardant via une bouteille sur la statue du vrai roi.
Mera décide alors que le message se termine de le casser pour pas que Orm le trouve, et alors qu'on comprend qu'Arthur est con au point de ne pas se souvenir de 3 phrases, une trappe s'ouvre sous le sol et effraie les deux amis. Amis, pas amoureux, ou alors si c'est le cas, faut le montrer correctement et pas leur construire une relation amicale, parce que je suis désolé, mais reculer ensemble parce qu'on est effrayés en se tenant la main, ce n'est pas devenir amoureux. Ou alors si, mais dans les téléfilms de merde. Remarque, vu la qualité des relations amoureuses dans les films d'ici, bah en fait ça m'étonne pas. Dans la trappe se trouve la fameuse bouteille dont le roi Atlan voulait parler et aussi une carte qui les mène jusqu'en Sicile. Là-bas le film est persuadé de bien construire la romance entre Arthur et Mera, sauf que non, parce que si la seule raison qu'ils ont tombé amoureux c'est que MDR c'est les persos principaux, bah désolé, ça marche pas pour moi. De retour dans l'océan, Orm rencontre le roi des Fishermen pour le convaincre de rejoindre la guerre. Le gars refuse, il se fait buter et on repart en Sicile où Arthur et Mera essaient de comprendre ce qu'il faut faire avec la bouteille. Arthur, qui est maintenant devenu intelligent alors qu'il mangeait des fleurs plus tôt, en déduit que c'est sur la statue de Romulus, premier roi de Rome, qu'il faut placer la bouteille. Alors ça marche effectivement, et alors que Mera tombe de 3 cm, Arthur la rattrape et c'est tellement romantique. Non, plus sérieusement, c'est peut-être le seul moment où j'y ai vraiment cru à leur romance. Le problème c'est que comme d'hab, c'était trop calme, donc le film se sent obligé de rajouter une explosion au lieu d'utiliser ce calme pour développer correctement leur romance. Et c'est chiant, encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est en réalité Black Manta qui a enfin son costume et qui décide d'attaquer nos deux héros. Arthur se fait bolos parce qu'il est trop con pour dire à Mera d'esquiver sans le faire pour lui-même, et le pire c'est qu'il est surpris d'être blessé alors que Black Manta se ramène avec des Power Rangers d'Atlante, donc même si lui tu ne connais pas son identité, tu sais au moins qu'ils ont des armes capables de te blesser. Mais le film se rattrape lors d'une magnifique course-poursuite à travers la Sicile alternant entre Mera et Arthur, et encore une fois c'est très classe. Mais bon, une scène sans être stupide ça serait pas drôle, du coup Arthur en voulant sauver une gamine manque de buter 10 autres personnes. Et vous vous souvenez quand je vous disais que l'attaque de Black Manta ne causait aucun mort, et bah ce mec qui a pourtant les jambes coincées sous un gros mur et qui au mieux les a pété, au pire est paralysé à vie, et ben en fait non, il va bien. Ça dit en passant, on découvre que seul un acier attente peut blesser Arthur et donc les attentes en général, et on voit aussi que le couteau que Black Manta avait récupéré de son père est capable de blesser Arthur. Donc c'est un petit détail, mais ça permet d'imaginer les origines du grand-père de Black Manta et aussi de justifier le fait que le mec, alors que c'est censé être un simple humain, eh bien peut modifier la technologie Atlante. En fait, c'est peut-être pas un simple humain. Ah, par contre, vous vous souvenez quand j'ai dit que le mec était intelligent? Bah en fait non, parce qu'il décide de s'envoler alors que son truc ne fonctionne même plus et tire sur un caillou à 3 cm de lui. Waouh, perso, j'avais pas vu que ça allait mal tourner. Bref, de son côté, Mera se débarrasse avec une attaque de 20 de ses ennemis et il est mort. Toute technologie Atlante que tu veux, à l'intérieur c'est un être humain, le mec est mort. Arthur tombe dans les pommes et se réveille sur un bateau où Mera fait de la flûte. Youpi. Là, il décide d'expliquer qui était Black Manta, alors même que Mera lui dit qu'il n'est pas en tort et qu'elle n'a pas été blessée par Black Manta mais par des Power Rangers qui auraient été envoyés dans tous les cas, le mec se sent coupable. Pas pour les pauvres gars de Sicile qui se retrouvent avec leur village défoncé, mais parce que tu comprends, Black Manta aurait pu faire du mal à Mera. Sale débile. Le gars te prend en 1v1 et t'explique qu'il est là pour sa revanche et toi tu te sens coupable parce que peut-être, possiblement, il aurait pu faire du mal à une meuf qui n'a jamais été sa cible. Comment est-ce que tu réfléchis? J'aimerais savoir. Personnellement, je réfléchis comme ça. Ouais, je crois bien que lui aussi il réfléchit comme ça. Mera dit alors à Arthur que la bouteille les mène jusqu'au royaume de la fosse, là où sa mère est morte, je le rappelle. Ou peut-être pas. Les deux ont alors un débat de pourquoi Arthur devrait ou pas être le roi, et la conclusion est: sale bouffon, t'es le seul hybride des deux races, alors nous casse pas les reins et deviens roi parce que t'es le seul mec compétent. De retour dans l'eau, Orm et Vulko discutent. Volka, my trusted vizier, who has stood by the throne since my father sat upon it. Mais ça tu dois déjà le savoir, alors pourquoi est-ce que je dis ça? Oh mon double, toi qui es mon double mais avec un foulard, c'est ça qui nous différencie. Voudrais-tu manger quelque chose? Oh mon double sans foulard, toi qui es sans foulard et c'est ce qui nous différencie. J'aimerais bien manger ce qu'on appelle des chips. Sais-tu ce que c'est? Oui, je vais quand même te l'expliquer. Ce sont des petites lamelles de pommes de Et toi Ivan, que veux-tu manger? Des surimi. Cool! J'espère que ça vous a pas trop énervé, mais bon, le film fait ça H24 et tout le monde dit que c'est le meilleur du DCU. Donc je me suis dit, si je fais la même chose, peut-être que je deviendrai le meilleur des youtubeurs. Vulko répond un truc assez vague et Orm révèle qu'il sait que le gars est un traître. Vulko est donc emprisonné. Arthur de son côté arrive avec Mera parlant du royaume de la fosse et justement... Les deux découvrent alors qu'ils ont peur de la lumière car ils ignorent ce que c'est et on a le droit ensuite à l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur plan du film. Arthur et Mera qui plongent dans une mer déchaînée avec seulement une lumière rouge pour pouvoir les voir et qui nous révèle des tonnes de monstres. Ce plan est vraiment très cool. Arthur et Mera arrivent donc face à un cyclone géant et décident de foncer dedans parce que, à leur réveil, ils sont sauvés par une nana avec une tenue bizarre sur une île avec des dinosaures. Il s'avère, vous ne l'avez pas vu venir, que cette fille est la supposée défunte reine Atana. Et ça ressemble bizarrement à Dragon 2. Non, parce que je veux dire, un fils qui pense que sa mère est morte, puis en fait va découvrir que ce n'est pas le cas et qu'elle est cachée depuis des années dans un refuge naturel où se trouvent des créatures fantastiques avec lesquelles elle s'est fait une tenue, c'est carrément Dragon 2. Donc déjà le scénario tient à peine debout, mais les rares moments où c'est le cas, c'est quand tu copies les autres films. Bah punaise, Arthur et sa maman se font un gros câlin et elle explique comment qu'elle a survécu. Ah, au passage, le trident est là aussi, ça tombe vachement bien. Et je me demande vraiment s'il va réussir à l'avoir, sachant que même la bande-annonce et l'affiche te montrent qu'il l'a. Arrivé devant le trident, Arthur tombe face à un gros monstre qui est là pour protéger l'arme du roi Atlan.
Ce dernier, pourtant persuadé qu'Arthur n'est pas digne d'être roi, finit par lui donner quand il découvre qu'il est capable de parler aux poissons. Arthur récupère donc le méga trident et la tenue d'un mec mort depuis des milliers d'années. Miam. Ah, et allez savoir pourquoi, le gars gagne plein de connaissances en le récupérant. Parce que Orm de son côté s'apprête à attaquer le dernier royaume dont il a besoin pour pouvoir commencer la guerre contre les humains, le royaume des hommes crabes. Prosterne-toi devant Crabotor, l'homme qui a mangé trop de crabes. Blap, blap. Non, pas celui-là. La bataille fait donc rage et bien que ce soit stylé, on s'en fout complètement car on n'a aucun attachement émotionnel à aucun des camps, c'est à peine si on les connaît. Alors que Orm bat le roi des crabes qui lui dit qu'il aura son armée mais pas son allégeance, Arthur débarque accompagné d'Atlana, de Mera et du gros monstre. La bataille fait donc rage et Arthur décide de faire des bisous à Mera comme si c'était le bon moment. Mais remarque, c'est un peu comme un rituel dans les films d'ici d'avoir ça, donc pourquoi pas? Enfin non, pas du tout. La meuf se ramène littéralement pour dire qu'il faut stopper la baston car il y a trop de morts, la majorité étant causée par leur putain de kraken, et elle décide de bien perdre son temps pour embrasser l'autre débile. Enfin, je sais pas, réfléchissez s'il vous plaît. La baston finale entre Arthur et Orm commence donc enfin, et Arthur gagne lorsqu'il maîtrise la technique que Vulko lui avait montrée plus jeune. Atlana débarque alors et réconcilie ses deux enfants en ramenant la lumière au passage. Arthur dit à son frère que quand il sera prêt, ils parleront, et Aquaman est officiellement le roi d'Atlantide. Fin. Sauf que non, parce que Tom de son côté retrouve sa femme, et c'est ultra kitsch. Mais les deux sont mignons. Fin. Sauf que renon, parce que Black Manta n'est pas mort, et est soigné par le Dr. Shin, le gars qui croyait à l'existence de l'Atlantide. C'était donc le film Aquaman. Non, car il est temps que je te déclare la guerre. Quoi, c'est une blague? Non. Ok, mais... Ah, attends 30 secondes. Voilà. Pourquoi tu voulais que je parle d'Aquaman si c'est ensuite pour me saouler? Pourquoi? Parce que je suis méchant. Logique imparable. Ok, mais alors grouille-toi que je puisse terminer ma vidéo. Shoshibo t'a expliqué qu'il voulait que tu nous rejoignes du côté des influenceurs. Et c'est aussi ton plan parce que c'est toi qui l'as envoyé, c'est bon? Non, je sais que tu aimes les détails. Toute cette vidéo, c'était chipoté sur des détails. Alors, je vais t'en donner. Shoshibo n'avait pas tort de dire que tu devais nous rejoindre. Mais que tu le fasses ou non, j'ai déjà gagné. Ok, mais tu veux quoi? De l'argent, voyons. Et quel est le moyen le plus simple d'en avoir? La haine. Et cette vidéo sur Aquaman va attiser la haine et va me permettre de payer mon Happy Meal. Mais t'es débile ou quoi? Pardon? Bon déjà t'es inconscient si tu vas au McDo maintenant, mais surtout, je déteste pas ce film du tout. Alors oui, je me suis énervé par moments sur les conneries du scénario et je maintiens qu'il n'a ni queue ni tête la plupart du temps. Mais si on enlève la partie scénario, ce qui fait quand même beaucoup, on a une mise en scène et des décors magnifiques, une musique plutôt stylée et des acteurs pas exceptionnels mais satisfaisants. Même si la relation Arthur et Mera n'est pas amoureuse d'après moi et existe seulement parce qu'ils sont ensemble dans les comics, là où dans le film je les vois plus comme des amis du style Goku et Vegeta, à savoir qu'ils ne s'aiment pas trop mais ils ont un immense respect l'un envers l'autre, eh bien les deux ont quand même une bonne alchimie. Et malgré toutes les conneries du scénario, c'est majoritairement les scènes d'action qui rattrapent le tout, et on ne peut pas nier qu'on passe un bon moment. Ce qui me gêne surtout avec ce film, c'est que tout le monde ou presque est passé à côté de ses défauts. Au final, c'est un film qui sera vraiment sympa que si tu éteins ton cerveau, et je trouve ça problématique, parce que si tu le rallumes, eh ben les soucis ils sont là. Alors je dis pas qu'il est nul, on a des années-lumière de Justice League ou de Suicide Squad, mais d'après moi, il n'est pas aussi bon que ce que tout le monde dit. Donc non, ce n'est pas un film que je porte dans mon cœur, mais je peux comprendre pourquoi est-ce qu'on l'apprécie. Contrairement à Justice League, mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et c'est pour ça que tu gagneras jamais, Ivan, parce que moi, c'est pas la haine qui me guide, c'est l'envie de dire ce que je pense. Et si mon public comprend ça, ta thune, tu peux lui dire adieu. Et au passage, je peux même pas monétiser mes vidéos, donc je comprends pas de quoi tu parles. Très bien, tu m'as convaincu. Mon cher Double, ce fut un plaisir de te rencontrer. Ouais, ok. J'ai pas acheté de surimi! Qu'est-ce que je raconte, moi? Ludwig? Donc c'est tout? Tu vas juste partir comme ça, sans essayer de me tuer ou faire au moins un truc? Oui, tu m'as convaincu de ne plus être méchant et de bannir la main fâchée, donc je m'en vais. Eh bien, bonne journée. C'était quand même ultra bizarre, on est d'accord? Enfin, je veux dire, le mec devait pas juste parler d'Aquaman, il a forcément fait un truc. Ouais, et on est bien dans le caca. Ivan Tokarev n'est pas l'homme qu'il prétend être. Ah bon? Bah, c'est qui alors? Moi. Oh putain, on part sur du voyage dans le temps, c'est ça? Pas possible savoir, moi, Annick. Alors, Ça va, je le fais bien comme ça? eh bah oui. Brooklyn Nine-Nine. Ah mais non, tu cites pas Brooklyn Nine-Nine, c'est pas vu la série. T'inquiète, on la regardera de toute façon. Attends, quoi? Et puis d'ailleurs, j'aimerais bien savoir il lui arrivait quoi, parce que... Doucement. Pourquoi j'ai inventé un nom comme ça, moi aussi? Ah, je sais pas. Chouchibou, parce que t'aimes bien les chouchis et t'aimes bien te faire peur. Bouh, chouchibou. Non, bon d'accord. Non mais c'est un concours de la phrase la plus stupide ou c'est comment là? C'est pas faux ça. Ouais, c'est littéralement...
Ah oui, non, mais c'était vraiment ça. Oui, mais c'est vraiment la réplique en plus. Tu fais les grandes phrases, hein, t'es chiant. Hein. Je sais. Est-ce que les acteurs, les vrais, se plaignent de leurs grandes phrases? Est-ce que je suis un vrai acteur? Tu as Oui. raison. Je ne me plains pas.